Hello, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on va parler encore des femmes, décidément on en parle beaucoup ce soir. Ce sera bientôt le 8 mars, Journée internationale de la femme, et c'est l'occasion de parler des inégalités toujours entre les hommes et les femmes, et notamment des inégalités salariales. Et avec nous sur le plateau, eh bien, vous avez une invitée que vous allez nous présenter tout de suite. Absolument, et qui s'appelle donc Rachel Silvera. Bonsoir Rachel Silvera, et merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vous êtes une spécialiste des questions de genre qui a fait tant parler ces derniers temps en France. Alors, effectivement, le 8 mars, c'est toujours l'occasion d'évoquer le sort des femmes, des inégalités hommes-femmes, notamment dans l'entreprise, au travail. Et ce qu'on peut dire, c'est que, c'est d'ailleurs le titre de votre livre, il y a toujours un quart en moins. Le compte n'y est pas dans la rémunération homme-femme. Un quart en moins, c'est une expression qui date de 1918. C'est le titre de votre livre que je m'empresse de montrer à la caméra. Merci. Et qui donc reprend cette expression d'un inspecteur du travail qui constatait ça en 1918. Aujourd'hui encore, eh bien, on va dire qu'en France, l'écart de rémunération, c'est 27% de moins pour les femmes. Sauf que c'est pas tout à fait pareil quand même qu'en 1918. Non, bien sûr. On dit un quart en moins. J'aime bien cette expression parce qu'effectivement, en 1918, à poste égal, dans une même entreprise, en l'occurrence une entreprise de guerre, on appliquait le régime. C'était carrément un régime du quart en moins. Ça voulait dire qu'à poste égal, comme les femmes ne touchaient pas aux machines, il était logique qu'on applique ce quart en moins. Aujourd'hui, bien entendu, ce quart en moins, c'est tout confondu, heureusement pour nous. C'est-à-dire que globalement, c'est parce que les femmes travaillent moins longtemps, le temps partiel joue beaucoup et on sait qu'il reste très féminisé. Et c'est surtout parce que les femmes n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes. Donc, si on raisonnait à poste strictement égal, heureusement, on dit globalement, on est plutôt autour de 10% d'écart. Mais n'empêche, toujours 10% d'écart. Alors en France, on le sait, l'exception confirme la règle. Il y a une exception à ce phénomène que vous décrivez. Ce sont les cadres. Pour les cadres, à poste égal, les inégalités persistent. Alors, le problème en France, c'est que la catégorie cadre, c'est une catégorie fourre-tout. On y trouve des cadres hiérarchiques qui ont des missions très, très importantes, ou jugées beaucoup plus importantes que d'autres. Et les femmes, quand elles sont cadres, elles sont moins souvent hiérarchiques, on va dire qu'elles sont plutôt fonctionnelles. Et donc, dans cette catégorie cadre, effectivement, du coup, on va retrouver des écarts énormes qui est en partie lié au système des primes qui ne sont pas toujours transparentes dans leur attribution. Et là, les inégalités sont énormes, considérables. Alors, votre livre, Un quart en moins, c'est un livre qui est basé sur des témoignages, en fait. Vous avez retrouvé notamment des femmes qui avaient fait des démarches en justice devant les tribunaux français. Oui. Quel est, par exemple, ce qui vous a le plus marqué dans ces témoignages recueillis ? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de témoigner de cette question des inégalités de salaire. J'ai cherché d'autres façons. Je pense qu'il faut faire bouger les lignes et changer un peu nos regards habituels. Alors, il y a des lois, beaucoup de lois. Il y a des accords d'entreprise de plus en plus nombreux, mais ça ne suffit pas. Et donc, je suis partie un petit peu à l'inverse et je me suis dit, il y a des femmes, j'avais entendu parler de cas de femmes qui ont osé aller en justice. Alors, c'est pas sans difficulté, mais qui ont pu démontrer que, on pouvait réparer notamment la carrière. C'est-à-dire que, je pense à Maria, alors c'est un pseudo, peu importe, qui est une ouvrière, qui au moment de son départ à la retraite, par hasard, un syndicaliste, un délégué qui s'occupait de son dossier, s'est rendu compte qu'elle était restée ouvrière au même niveau toute sa vie. Alors que pour même la plupart des ouvriers, il y a cette idée de progresser, même un tout petit peu. Eh bien, elle n'est pas restée dans la catégorie OS, parce qu'il n'y en avait plus dans l'entreprise. Mais sinon, elle serait restée encore OS, elle serait partie OS. Donc, elle a eu 33 ans dans cette entreprise, avec pratiquement pas d'évolution. Et alors que tous les autres ouvriers avaient pu évoluer, eh bien, elle a pu avoir une petite somme. Elle est partie avec un petit pécule de rattrapage de ce retard de carrière qui n'était pas du tout justifié par rien. Est-ce que vous êtes optimiste ? Vous êtes optimiste quand même pour l'avenir ? Vous pensez que d'ici 1, 2, 3 générations, enfin on espère peut-être pas 3 ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais bon, ceci étant dit, ça avance à petits pas. Vous pensez qu'on y arrivera un jour, en tout cas, à cette égalité salariale homme-femme ? Oui, justement, on commence à avoir des leviers et je pense que montrer ces cas qui sont encore peu nombreux, mais de les montrer, de les évoquer, ça peut faire bouger les lignes. Et moi, je pense beaucoup aussi au fait de pouvoir faire des actions de groupe autour de ces cas et de pouvoir aussi... bouger les lignes, vous ne pensez pas que c'est plutôt dans les mentalités, finalement la mentalité aussi, des hommes aussi qu'il faut faire bouger les lignes ? Tout à fait. Parmi les facteurs qui jouent, on appelle ça, j'ai appelé ça le soupçon de maternité. C'est pas le fait que les femmes soient absentes en tant que telles, c'est qu'on imagine, on présuppose qu'elles seront
qu'elles ont été absentes, soit parce qu'elles vont avoir des enfants, même si elles n'en veulent pas, même si elles ne s'arrêtent pas, soit parce que eh bien, elles vont être grand-mères, ou bien parce qu'elles vont s'occuper de leurs parents, elles vont redevenir filles ou belles-filles. Et donc, il y a toujours ce soupçon, et ça persiste. Il y a une autre chose qui est intéressante quand même aussi sur cette inégalité homme-femme. On dit toujours que les femmes sont orientées vers des filières moins rémunératrices, c'est vrai. Mais il y a aussi ce que vous appelez l'amour du cœur du métier. Le cœur des femmes ne bat pas de la même manière par rapport à leur métier. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, ce qui les empêche quelque part de progresser? Alors, cette idée de cœur de métier, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on dit des grandes entreprises, des grands groupes du CAC 40. Le cœur de métier, et c'est aujourd'hui, surtout avec le contexte de crise, il faut se recentrer sur le cœur de métier. Et or, ce cœur de métier, il est plutôt concentré autour des emplois industriels, traditionnels. Et justement, on s'aperçoit que les femmes, dans ces entreprises, sont plutôt à la périphérie. Et elles ne sont pas dans ce cœur de métier. Or, ce cœur de métier a plus d'attention que, justement, ces emplois supports. Et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas valorisés de la même façon et que, justement, ce cœur de métier ne bat pas tout à fait comme il faut aujourd'hui. Quand elles sont dans le cœur de métier, elles veulent y rester et ne pas monter vers le management, vers l'encadrement. Alors là, c'est très compliqué, on ne va pas généraliser. Il y a des femmes qui font carrière aujourd'hui. Et je crois que vous en êtes les témoins. Il y a de plus en plus de situations, justement, où ça progresse. Mais il n'empêche que, globalement, quand on les interroge, souvent, par exemple, elles préfèrent, quand on leur propose d'encadrer des équipes, elles préfèrent continuer à faire de la technique quand elles ont un emploi, un métier plus technique. Elles ne veulent pas justement s'écarter de ce pourquoi elles ont été recrutées au départ. Et c'est vrai que là, elles prennent du retard dans leur carrière quand elles ne font pas ces choix. Alors pour l'avenir, vous disiez à Vanessa que vous aviez tout de même bon espoir. Vous parliez des lois qui protègent, qui encouragent, qui donnent des arguments devant les tribunaux. Il y a peut-être une autre chose à faire, et là ce seraient les entreprises qui devraient le faire, et peut-être aussi l'État, c'est de mieux valoriser, je parle bien en termes financiers, les métiers dits féminins. Ça peut-être que ça attirerait les hommes? Voilà. Alors, moi, je ne les appelle pas des métiers féminins. Justement, il faut qu'on sorte de cette logique. Les femmes ne sont pas faites pour occuper ces emplois de soins, de tout ce qui est éducation, tout ce qui est aussi nettoyage, commerce. Elles ne sont pas faites pour ça. Ce sont des compétences qu'il faut objectiver, professionnaliser, reconnaître en tant que telles, et donc mieux rémunérer. Et du coup, c'est vrai que ça permettra aussi une mixité dans l'autre sens. Le social, ça peut être pour les hommes aussi. Voilà. Et pas simplement la technique pour les femmes, il faut un peu des deux, justement. Et dernière question peut-être, pour donner un peu de profondeur historique à ce vaste thème, on voit bien qu'aujourd'hui, nous vivons malgré tout encore avec le poids de l'histoire, puisque pendant des années, jusqu'à très tard, jusqu'aux années 40 finalement, on ne considère pas qu'il est normal de payer un homme comme une femme. Il y a vraiment c'était dans la loi. Tout à fait. Je propose une histoire du salaire d'appoint parce qu'on constate que jusqu'en 1946, donc juste après-guerre, il y avait un principe d'abattement sur le salaire des femmes parce qu'on estimait que c'était normal, c'était une règle, une loi, que de moins payer les femmes, y compris à poste égal. Parce qu'elles avaient moins de besoins. Notamment, voilà, on démontrait qu'elles n'allaient pas au café, elles fumaient pas, et donc elles avaient moins de besoins, elles mangeaient moins, et donc c'était normal de moins les payer. Donc Vanessa, allons au café, fumons. C'est un peu ce qu'on fait quand même, il faut bien le dire. C'est bien. C'est aussi ça l'égalité. Exactement, c'est ça l'égalité. Merci beaucoup d'être venu. Il y a encore un peu de travail. Le chemin est encore long, mais les familles arriveront. Merci beaucoup Myriam Mascarello. La journée de la femme, le 8 mars, journée internationale de la femme. On aura évidemment l'occasion d'en reparler, de ces inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Merci à vous.